Chloé, nous sommes ici à 3 jours de conférence, de colloque sur la thématique de femmes avec ou sans toit. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème pour que les femmes puissent avoir accès à un logement. Oui, c'est un problème qu'on rencontre avec beaucoup d'acuité à Bruxelles et qui est lié en fait à différents facteurs. On pense souvent aux facteurs économiques parce qu'il y a une inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Les femmes ont forcément plus de difficultés d'accéder à un logement de qualité, mais il y a également beaucoup d'a priori sexistes qui sont une entrave à la possibilité pour les femmes d'accéder à un logement de qualité, des propriétaires qui rechignent à louer des appartements à des femmes seules ou à des femmes avec enfants, de peur qu'elles ne puissent pas payer le loyer, mais aussi des propriétaires simplement qui ont peur que les femmes ne sachent pas bricoler, ne sachent pas faire une petite réparation dans l'appartement ou prendre soin du jardin parce qu'elles n'auraient pas un homme pour tenir la maison avec elles en quelque sorte. Vous avez réuni pas mal de personnalités belges et étrangères. C'est important de voir un peu comment ça se passe de manière plus universelle que juste de regarder dans son territoire. Dans ce qui se fait aujourd'hui à Bruxelles, on ne peut pas dire qu'il y a des projets exemplaires qui tiennent compte de cela, sauf le Community Land Trust bruxellois qui donc tente de mettre en place une politique sur la question du genre et du logement. Le principe essentiel du CLT, c'est l'accès social à la propriété privée pour des personnes qui ont des bas revenus. Et en gros, il y a 3 principes. Le premier principe, c'est que le sol est divisé du bâtiment. Les gens ne possèdent que les briques et ne possèdent pas le sol. Et le sol appartient à une fondation d'utilité publique qui permet de garantir que le sol ne soit pas soumis à la spéculation immobilière. Le deuxième élément, l'intérêt de ce mécanisme, c'est que ça permet aussi aux habitants d'acheter à moindre prix le logement. Le deuxième principe du CLTB, c'est que lorsque les personnes revendent leur logement, en fait, il y a un plafond par rapport à la plus-value du logement, la plus-value qui est acquise pendant toutes les années de la vente. C'est-à-dire que si quelqu'un achète, je sais pas moi, 100 000 €, c'est un chiffre fictif, un appartement et que 10 ans plus tard, il en vaut 200 000, la personne ne pourra le revendre qu'à 25% de la plus-value, soit 125 000 €. Et donc cela permet à d'autres personnes de pouvoir accéder au logement, à des logements à des prix modestes. Et le troisième élément, c'est la participation au sein des projets. Donc il y a un conseil d'administration qui est de manière tripartite composé des pouvoirs publics qui subsidient les terrains, les associations de quartier ou les associations membres du CLTB et les copropriétaires. Le CLT, c'est un habitat pour les femmes ou qui s'occupe du genre, ou bien c'est quelque chose que vous avez introduit en supplément? Donc la question du genre, elle est venue par après. C'est-à-dire qu'au départ, le CLTB donc d'abord s'adresse à des ménages, hommes-femmes, il y a des femmes monoparentales, il y a des personnes célibataires, il y a toutes sortes de ménages. Le point commun étant qu'ils sont dans les revenus du logement social. Et c'est par la rencontre avec une autre association qui s'appelle Vie Féminine, qui travaille avec les droits des femmes, qui va occuper un espace communautaire qui sera adjoint aux appartements, que se sont posées les questions de la question des participations des femmes et de l'égalité homme-femme. Et donc le CLTB a décidé de pouvoir travailler sur ces pratiques, avoir un regard réflexif sur ces pratiques pour voir comment on pouvait intégrer le genre afin de renforcer l'égalité homme-femme à travers l'accès au logement. C'est quoi une architecture féministe ? Alors une architecture féministe, ça peut prendre plein de définitions. Il y a autant d'architecture féministe que de féminisme, à savoir une infinité. Alors c'est quoi une architecture féministe? C'est une architecture pour moi qui va intégrer les besoins particuliers des femmes dans la brique et qui va aussi mettre en place des espaces plus propice à l'égalité. On part d'une donnée au départ avec les habitants qui a des rôles inégaux. Donc par exemple les groupes d'habitants d'Arc-en-Ciel, que je connais, il y a, comme a expliqué cette personne dans le film, elle passe plus de temps dans la cuisine que son conjoint. Et donc d'où l'intérêt d'avoir une grande cuisine qui correspond à ses besoins, etc. etc. Mais évidemment, l'enjeu, c'est de pouvoir faire en sorte que ces rôles évoluent. Et donc, à un moment, il se peut d'abord, que l'homme puisse prendre plus de place dans la cuisine. Donc ça, c'est un travail de tous les jours. Il se peut aussi qu'à un moment, cette cuisine, on a envie de casser un mur pour être plus dans l'espace avec le salon, pour valoriser plus le travail des femmes, pour ne pas être isolée.
Et donc, je dirais qu'en fonction de l'évolution des rôles, eh ben, il faut pouvoir moduler les espaces. Et je pense qu'il y a aussi une question interculturelle. Quand je dis interculturelle, c'est pas forcément que les Africaines sont comme ça ou les Belges sont comme ça, mais en fonction de qui on est, de sa famille, de son parcours, il y a des femmes qui vont préférer des cuisines fermées et qui vont se dire, au contraire, nous, dans cet espace, on peut tout dire à l'abri du regard des hommes. Et donc, voilà, l'intérêt de l'architecture évolutive, c'est qu'elle accompagne quelque part l'évolution des rôles. La démarche suivante, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut être intersectionnel, donc croiser à la fois les questions de genre et des féminismes, mais aussi les questions culturelles et d'appartenance culturelle en général. On peut genrer aussi l'espace public, c'est-à-dire que pour moi, encore une fois, lorsque je suis dans la rue, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire en sorte de créer un espace public différent pour un homme et pour une femme. C'est possible de faire attention aux usages pour que tout le monde se sente bien ? Alors moi je trouve que c'est encore plus frappant dans l'espace public vu qu'il est aussi géré par l'État, on va simplifier comme ça, alors que l'architecture est vraiment privée. C'est aussi difficile de mettre en place une architecture égalitaire, alors qu'un urbanisme égalitaire, là l'usage va être différent, notamment la nuit, on va avoir en tant que femme des stratégies de contournement ou d'évitement de certains endroits, on va privilégier les taxis plutôt que les transports en commun. Bref, parce qu'il y a aussi une certaine éducation à la peur de la ville chez les femmes, et ça, c'est ce que je disais, il y a l'aspect pratique. Voilà, pratiquement, il faut mettre en place des services de mobilité qui mettent en sécurité les femmes, mais stratégiquement, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on inculque aux femmes et aux jeunes filles une peur de la ville. Moi, j'aimerais qu'on n'ait plus peur et qu'on ait tous, évidemment, accès et le droit de citer dans la ville. Alors, On l'inculque peut-être parce qu'on dit que la femme est fragile et l'homme est fort et peut se battre. Ben voilà, mais ça c'est toutes des choses qu'il faut arrêter d'inculquer à nos enfants et voilà, pour moi l'éducation c'est super important. Je crois que si on véhicule d'autres idées et qu'on édifie vraiment une égalité de fait et un optimisme, ça va aussi changer dans les mentalités et donc ça va se ressentir dans la brique directement. Est-ce qu'en 2018 il faut encore être activiste ou féministe ? Complètement. Donc je pense que oui, donc je pense que c'est un combat de plusieurs siècles. Et je dirais oui, toujours, parce qu'on voit bien quand même avec la question de la précarité grandissante qui touche tout le monde. On dit que l'homme le plus pauvre de Belgique est une femme, parce que les femmes touchent des petites pensions, 23% d'écart, elles ont des temps partiels la majorité, elles sont majoritairement femmes monoparentales parmi les ménages monoparentaux. Et donc on voit bien depuis une dizaine d'années que la pauvreté s'accroît et elle se pèse plus sur les femmes. Donc je dirais que oui, il y a vraiment une importance à ce combat féministe. Et je dirais que l'autre élément aussi qui est important, on en a un petit peu parlé avec Balance ton port, la question des violences, elle est quand même quelque chose de très prégnante et elle n'est pas en diminution. Et au contraire, elle augmente avec l'augmentation de la précarité. La précarité n'étant pas le seul facteur, mais en tout cas, je pense que c'est un combat qui est malheureusement toujours d'actualité. On défend aussi l'idée qu'il faut lutter contre toutes les formes de domination. Et donc, lutter contre toutes les formes de domination, c'est s'intéresser aux dominations sexistes, racistes et de classe. Donc pour nous, c'est vraiment transversal comme problématique. Et être féministe aujourd'hui, c'est cela, c'est prendre en compte ces trois domaines dans lesquels il y a des rapports de domination qui existent. Et pour moi, c'est vital parce que voilà, on détricote nos droits sociaux, on détricote notre accès au droit à l'avortement, pas spécialement en Belgique, hein, mais à l'échelle plus mondiale. Et voilà, on détricote notre droit à disposer librement de notre corps. Et tout ça participe et va creuser les inégalités de genre. Et en ça, il faut aujourd'hui, en 2018, être activiste, être militante, porter un discours politique. Moi, je le dis toujours, en tant qu'architecte, une condition sine qua non à l'exercice de ma profession, c'est d'avoir un discours politique. On ne peut pas juste poser des gestes égotiques et gratuits dans la ville. On a un réel discours politique à construire et à mener en tant qu'architecte. Tu es cofondatrice de Angela Day, c'est quoi ? Alors Angela Day, ça veut dire association novatrice pour gérer ensemble du logement et agir durablement. Donc l'association s'appelle Angela Day en hommage à l'activiste féministe afro-américaine Angela Davis. Et c'est une toute jeune association qui s'est créée il y a quelques mois et qui a cette volonté
d'encourager la prise en compte des besoins des femmes dans la production du logement à Bruxelles. Et ça se fait à différents égards. Ce sont des questions spatiales, effectivement, qui sont traitées, mais également aussi beaucoup de questions liées à la gouvernance. Donc comment est-ce qu'on inclut les femmes dans des projets où les habitants sont à la manœuvre pour produire les logements et comment faire en sorte que les femmes puissent être vraiment actrices de la production du logement à Bruxelles, un peu à toutes les échelles. Lorsque je demande à quelqu'un de me citer une femme architecte, on va chaque fois me citer Zaha Hadid, mais je suis certain que tu vas me citer plein d'autres noms de femmes à suivre, peut-être plus intéressantes ou découvertes. Alors, une découverte pour moi, là cette année, c'était Aurélie Haché, elle est belge et voilà, son travail n'est pas spécialement féministe, mais tu me demandes des noms de femmes architectes, il y en a. On a d'ailleurs fait un numéro avec A+, sur Space, Sex and Gender, où on donnait la parole à des femmes architectes. Parce que Apolline travaille Voilà. également pour A+. Et donc ça, Aurélie Haché, c'est mon gros coup de cœur du moment. Elle travaille chez qui? À son compte. D'accord. Ça s'appelle Aurélie Haché, architecte. Voilà. Et alors, historiquement, je dois dire que pour moi, une des figures de proue, ça va être Denise Scott Brown, donc la compagne de feu Robert Venturi qui nous a quittés récemment. La compagne et l'associée surtout et avant tout de ce grand monsieur, ce qui ne fait pas d'elle une grande dame parce qu'elle est une grande dame sans lui. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler. Voilà.